La Corée du Nord, un pays rempli de mystères et de secrets, est connu pour ses événements étranges et inhabituels. Le gouvernement strict, dirigé par Kim Jong-un, contrôle plus de 25 millions de personnes d'une main de fer. Des villes pleines de propagande aux lois bizarres, la Corée du Nord abrite de nombreuses choses étranges et déconcertantes. Dans cette vidéo, nous explorons les 10 choses les plus étranges que l'on ne peut trouver qu'en Corée du Nord. Numéro 1. Les villes factices. Kijongdong, souvent appelé le village de propagande, ressemble à un endroit ordinaire niché dans la zone démilitarisée coréenne, DMZ. Pourtant, il est entièrement vide, une façade trompeuse destinée à montrer la prétendue prospérité de la Corée du Nord au sud. Ce curieux village a été construit dans les années 50 pendant la guerre de Corée, une époque où la péninsule s'est divisée en nord et sud. Kijongdong a été conçu comme une tactique psychologique, destinée à attirer les déserteurs du Sud avec des illusions d'une vie meilleure. De loin, Kijongdong ressemble à un village moderne animé, avec des bâtiments à plusieurs étages, des écoles et même un hôpital. Ses couleurs vives et ses extérieurs bien entretenus donnent l'impression qu'il est plein d'activités. Mais en y regardant de plus près, il devient évident que ces structures ne sont que des coquilles vides. Les fenêtres sont peintes et il n'y a pas une seule lumière à l'intérieur. Le régime nord-coréen va très loin pour maintenir cette illusion, allumant et éteignant même les lumières pour simuler la vie. Cette ville fantôme représente l'obsession de la Corée du Nord pour son image, servant de symbole de contrôle et de façade de progrès pour le monde extérieur. Malgré sa nature inquiétante, Kijongdong joue un rôle crucial dans les efforts de propagande de la Corée du Nord. Des haut-parleurs dans tout le village diffusent des messages anti-sud-coréens et pro-nord-coréens jour et nuit, vantant les prétendus succès du Nord tout en dénigrant la Corée du Sud et ses alliés. En plus de ce barrage constant de bruit, Kijongdong arbore l'un des mâts de drapeau les plus hauts du monde, s'élevant à 160 mètres, qui fait fièrement flotter le drapeau nord-coréen. Cette structure impressionnante montre la détermination du régime à projeter sa puissance dans la région. La DMZ est une bande de terre fortement fortifiée s'étendant à travers la péninsule coréenne, servant de zone tampon tendue entre les deux Corées. Étonnamment, cette zone est devenue un sanctuaire pour la faune, libre de toute interférence humaine. Les visiteurs de la DMZ aperçoivent souvent Kijongdong à travers des jumelles, désireux d'entrevoir ce village mystérieux, qui reste un rappel du conflit en cours entre le Nord et le Sud. Bien qu'il ne soit pas la seule ville factice en Corée du Nord, Kijongdong est la plus célèbre en raison de sa position stratégique. Les dirigeants nord-coréens ont l'habitude de créer de tels villages trompeurs, des façades élaborées destinées à induire en erreur à la fois leurs ennemis et leurs propres citoyens. Ces villages Potemkin sont destinés non seulement à intimider les adversaires, mais aussi à maintenir l'illusion d'une nation prospère et puissante parmi la population. Kijongdong, avec toute son artificialité, souligne jusqu'où le régime nord-coréen est prêt à aller pour maintenir le contrôle et façonner les perceptions. L'existence de Kijongdong et d'autres fabrications similaires soulève d'importantes questions sur le régime nord-coréen et le rôle de la tromperie dans le maintien du pouvoir. Alors que le monde continue de lutter avec les complexités entourant la Corée du Nord, la présence hantée de Kijongdong reste un rappel frappant de la manipulation complexe et du contrôle qui définissent cette nation énigmatique. Numéro 2. L'hôtel Ryugyong. L'hôtel Ryugyong, un gratte-ciel de 105 étages à Pyongyang, est un symbole frappant des grandes ambitions de la Corée du Nord. Avec sa forme pyramidale unique, cet édifice colossal domine la ligne d'horizon de la ville, bien qu'il n'ait jamais accueilli d'invités. L'histoire derrière l'hôtel Ryugyong est celle de rêves audacieux mêlés de mauvaise gestion, alors que la Corée du Nord tente de marquer son empreinte sur la scène mondiale. La construction a commencé en 1987 lorsque le pays cherchait à montrer sa puissance et à défier l'image de la Corée du Nord comme isolée et sous-développée. Initialement, l'hôtel était prévu pour être le plus haut du monde, dépassant des structures célèbres comme le Westin Stamford Hotel à Singapour. Il était censé représenter le progrès et la modernité, attirant l'attention internationale et stimulant le tourisme. Mais au début des années 90, les choses ont pris une mauvaise tournure. La Corée du Nord s'est retrouvée dans une crise économique, aggravée par l'effondrement de l'Union soviétique qui avait été un allié et un soutien clé. Alors que les ressources diminuaient, la construction a connu des revers majeurs, s'arrêtant complètement en 1992. Pendant des années, la structure inachevée a persisté dans le paysage urbain comme un rappel embarrassant d'une ambition ratée, disparaissant finalement des cartes. Après 16 ans de silence, les travaux sur l'hôtel ont repris en 2008 avec l'aide d'une société de télécommunications égyptienne, Orascom. Cette renaissance a coïncidé avec les efforts de la Corée du Nord pour améliorer son économie et sa réputation internationale.
En 2011, l'extérieur était terminé, arborant des panneaux de verre élégants et un look moderne. Cependant, l'hôtel n'a jamais ouvert au public. Beaucoup spéculent sur les raisons pour lesquelles il reste fermé. Certains suggèrent des problèmes structurels, craignant que le bâtiment ne soit pas sûr en cas de tremblement de terre en raison de matériaux et d'une main-d'œuvre de mauvaise qualité. D'autres pensent que le manque d'investissement et de partenaires internationaux appropriés pour la gestion en sont la cause. La Corée du Nord a approché diverses chaînes d'hôtels de luxe, dont Kempinski, mais un partenariat n'a pas encore vu le jour. L'hôtel Ryugyong se dresse fièrement à Pyongyang, un rappel constant des aspirations de la nation aux côtés de ses luttes. Ce géant vide, avec sa hauteur impressionnante et son design audacieux, symbolise les ambitions de la Corée du Nord tout en révélant les défis complexes auxquels elle est confrontée. Avec 3000 chambres et des installations comme un restaurant tournant, l'hôtel représente une vision grandiose qui reste à réaliser. Accueillera-t-il un jour des invités? L'avenir reste incertain, mais l'hôtel Ryugyong continue d'intriguer tous ceux qui sont témoins de sa présence mystérieuse, offrant un aperçu unique des complexités de la Corée du Nord. Numéro 3. Les Jeux de masse, Arirang. Les Jeux de masse Arirang à Pyongyang, en Corée du Nord, sont une incroyable démonstration de gymnastique synchronisée, d'acrobatie et de danse qui reflète la culture et l'identité de la nation. Cet événement annuel est l'un des plus grands spectacles humains au monde, servant d'outil puissant pour la propagande politique. Nommé d'après la célèbre chanson folklorique coréenne Arirang, les Jeux de masse ont commencé peu après la fondation de la Corée du Nord pour honorer le premier dirigeant du pays, Kim Il-sung, tout en favorisant l'unité nationale. Au fil des ans, les Jeux de masse se sont transformés en une production époustouflante, conçue pour mettre en valeur la force, la discipline et le travail d'équipe de la Corée du Nord. L'événement se déroule au stade Rungrado 1er mai, le plus grand stade au monde qui peut accueillir plus de 150 000 spectateurs. Jusqu'à 100 000 artistes, dont des gymnastes, des danseurs, des musiciens et des écoliers, se réunissent en parfaite harmonie, créant des visuels à couper le souffle. Les performances présentent d'énormes toiles de fond composées de milliers de cartes, tenues en hauteur par les participants pour former des fresques massives illustrant des scènes de l'histoire nord-coréenne et de la propagande. Ces mosaïques humaines illustrent la coordination et le dévouement incroyable requis pour cet événement. Les thèmes sont fortement liés aux valeurs et à l'idéologie du régime nord-coréen, se concentrant souvent sur l'histoire révolutionnaire du pays, le leadership de la famille Kim et la résilience et les réalisations de son peuple. En mettant l'accent sur ces récits, les Jeux de masse renforcent un sentiment d'identité et de but partagé. Un aspect frappant des Jeux de masse Arirang est la discipline et la précision des artistes. Des mois d'entraînement intenses les préparent à l'événement, les artistes consacrant de longues heures à perfectionner leur routine. Cette focalisation sur la discipline et le travail d'équipe reflète les idéaux promus par le gouvernement nord-coréen et met en valeur son pouvoir de mobiliser ses citoyens vers un objectif commun. Pour les visiteurs étrangers, les Jeux de masse Arirang offrent un aperçu rare et captivant de la culture et de la société nord-coréenne. Bien que le spectacle soit fascinant, il soulève également d'importantes questions sur la propagande, la conformité et la liberté artistique dans un État totalitaire. Les Jeux de masse fournissent une vue stimulante de la vie en Corée du Nord, où l'identité collective est façonnée et renforcée par la performance. Ces dernières années, les Jeux de masse Arirang ont fait l'objet d'un examen accru de la part d'observateurs internationaux et de groupes de défense des droits de l'homme. Les critiques affirment que l'événement illustre le contrôle du régime sur ses citoyens, en particulier les enfants impliqués, qui endurent des conditions d'entraînement difficiles. Malgré ces préoccupations, les Jeux de masse restent une source de fierté nationale et d'identité pour les Nord-Coréens. Cet événement ne montre pas seulement un talent et une coordination remarquables, mais sert également de puissant rappel de la relation complexe entre l'art, l'idéologie et l'autorité dans l'une des nations les plus secrètes du monde. Numéro 4. Coupe de cheveux contrôlée par l'État. En Corée du Nord, le gouvernement réglemente étroitement l'apparence personnelle comme moyen de contrôler ses citoyens et de maintenir l'image du régime. Un aspect frappant de ce contrôle est les coupes de cheveux approuvées par l'État, qui limitent les coiffures disponibles pour les hommes et les femmes. Selon les directives gouvernementales, les hommes peuvent choisir parmi environ 10 coiffures, tandis que les femmes ont environ 18 options. Ces coupes de cheveux promeuvent un look conservateur et uniforme, soulignant l'accent mis par le régime sur la conformité et l'ordre social. Les coupes de cheveux ont tendance à être courtes et modestes, reflétant la croyance que les cheveux plus longs symbolisent l'excès capitaliste et le déclin moral.
Pour les hommes, les cheveux sont généralement gardés courts et soignés, ne dépassant pas environ 5 cm de longueur, avec des pattes taillées au-dessus des oreilles. Les jeunes hommes sont encouragés à garder leurs cheveux encore plus courts, autour de 2 cm. La coiffure ambitieuse, ressemblant à celle de Kim Jong-un, est particulièrement populaire parmi les hommes. Les coiffures des femmes varient en fonction de l'âge et du statut matrimonial. Les femmes non mariées sont censées avoir des cheveux courts et modestes, tandis que les femmes mariées peuvent porter leurs cheveux légèrement plus longs et peuvent utiliser quelques accessoires capillaires limités. Cependant, teindre ou permanenter les cheveux est strictement interdit, car ces styles sont considérés comme des influences de la culture occidentale, ce qui contredit l'idéologie de la nation. Ces règles sont appliquées par des inspections régulières menées par des fonctionnaires gouvernementaux et des groupes communautaires locaux. Les salons de coiffure sont tenus d'afficher des images des styles approuvés, et ceux qui ne suivent pas les règles risquent des amendes ou la honte publique. Il est intéressant de noter que certains Nord-Coréens, en particulier dans la capitale Pyongyang, pourraient trouver plus d'options de coiffure disponibles, car le contrôle de l'État y est moins strict. L'application stricte de ces coupes de cheveux illustre le désir du régime de contrôler tous les aspects de la vie des citoyens, y compris la façon dont ils se présentent. En réglementant les coiffures, l'État étouffe l'expression individuelle et favorise un sentiment d'unité et de conformité parmi les gens. Cette focalisation sur l'apparence personnelle n'est qu'une partie d'un système de contrôle plus large qui inclut les vêtements, le maquillage et d'autres formes d'expression de soi. Pour les étrangers, ces coupes de cheveux approuvées par l'État peuvent sembler étranges et oppressives, montrant l'étendue de l'emprise du régime nord-coréen sur son peuple. Cependant, pour les Nord-Coréens, de telles réglementations font partie intégrante de la vie quotidienne, reflétant le pouvoir du régime de façonner et de définir l'identité nationale à travers des choix apparemment simples concernant l'apparence. La conformité imposée dans les coiffures souligne non seulement le désir de contrôle, mais sert également de rappel poignant des limitations auxquelles sont confrontés les citoyens nord-coréens dans leur vie quotidienne. Numéro 5. Les dames de la circulation. Dans les rues animées de Pyongyang, la capitale vivante de la Corée du Nord, un spectacle inhabituel et captivant ravit à la fois les visiteurs et les habitants, les dames de la circulation. Ces jeunes femmes élégamment vêtues sont chargées de diriger la circulation, devenant un symbole frappant de la combinaison unique d'autorité, de beauté et d'ordre en Corée du Nord. Depuis les années 1980, ces dames de la circulation se tiennent aux intersections, guidant le flux des voitures, des bus et des vélos avec une habileté remarquable. Choisies au sein des forces de police, les candidates à ces rôles doivent répondre à des critères spécifiques. Elles doivent être âgées de 16 à 26 ans, mesurer au moins 1,65 m et avoir un comportement attrayant et amical. De plus, elles doivent faire preuve de loyauté envers le parti au pouvoir, avoir un passé familial louable et rester célibataire. Après la sélection, les dames de la circulation suivent une formation rigoureuse pour apprendre divers signaux manuels et mouvements qui mettent en valeur leur précision et leur grâce lorsqu'elles gèrent les intersections animées de la ville. Leurs uniformes sont à la fois fonctionnels et élégants, comportant un chemisier bleu impeccable avec un brassard rouge arborant l'emblème de la police, une jupe bleu marine aux genoux et une casquette à visière distinctive. Pendant les mois plus froids, elles portent de longs manteaux et des gants pour rester au chaud, complétant leur look avec des chaussures confortables à talons bas qui permettent une facilité de mouvement. Au-delà d'assurer l'ordre dans les rues, les dames de la circulation représentent le dévouement de la nation à la discipline et au service public. Elles incarnent les vertus du devoir et de la beauté, se tenant comme le visage de l'application de la loi dans le pays. Leur présence sert de rappel subtil du contrôle de l'État sur la vie quotidienne en Corée du Nord. Pour les visiteurs étrangers, ces dames de la circulation offrent un aperçu intrigant de la culture nord-coréenne. Leur apparence unique et leur professionnalisme suscitent l'admiration tant au pays qu'à l'étranger. Cependant, la vie de ces femmes n'est pas sans défi. Elles endurent donc de longues heures, travaillant souvent dans des conditions météorologiques difficiles, tout en adhérant à des codes de conduite stricts. Les dames de la circulation de Pyongyang sont une représentation fascinante du mélange d'autorité, de beauté et d'ordre de la Corée du Nord. Leurs mouvements gracieux et leur comportement discipliné donnent un aperçu des complexités de la vie dans l'un des pays les plus énigmatiques du monde. Par leur engagement, elles continuent d'inspirer fascination et curiosité, attirant l'attention sur le tissu complexe de la société nord-coréenne. Numéro 6. Fuseau horaire particulier. Le fuseau horaire de la Corée du Nord, connu sous le nom de heure de Pyongyang, souligne l'isolement du pays et son identité distinctive.
Dans un geste audacieux, le 15 août 2015, la Corée du Nord a reculé ses horloges de 30 minutes, créant un fuseau horaire qui se démarque de ses voisins, la Corée du Sud et le Japon, ainsi que du reste du monde. Avant ce changement, la Corée du Nord partageait le même fuseau horaire que la Corée du Sud et le Japon, qui était UTC Q9. Le gouvernement nord-coréen a annoncé ce changement pour se distancer du Japon, qui avait colonisé la péninsule coréenne de 1910 à 1945. En revenant à un fuseau horaire précolonial, la Corée du Nord visait à forger son identité nationale et son indépendance tout en rejetant symboliquement l'héritage de l'impérialisme japonais. Cependant, cet ajustement a entraîné des défis pratiques. Les entreprises opérant entre le Nord et le Sud font désormais face à des difficultés pour coordonner leurs horaires. Les voyageurs doivent également garder à l'esprit cette différence particulière de 30 minutes lors de la planification des vols et des transports. Pour les Nord-Coréens, ce fuseau horaire unique est un rappel quotidien de l'identité distincte de leur pays et de son récit historique. Il reflète l'accent mis par le régime sur l'autosuffisance et l'indépendance, des idées au cœur de l'idéologie du juche qui façonne la politique et la société de la nation. En créant un fuseau horaire séparé, la Corée du Nord renforce l'idée qu'elle se tient seule, non influencée par les puissances extérieures. Pourtant, cette décision a suscité des critiques. Les détracteurs affirment qu'elle ne sert à rien d'autre qu'à isoler davantage le pays de la communauté mondiale, la qualifiant de signe de l'insularité de la Corée du Nord et de son mépris des normes internationales. En 2018, il y a eu une lueur d'espoir pour un fuseau horaire partagé lors du sommet intercoréen où les dirigeants des deux côtés ont parlé d'unification. Le président sud-coréen Moon Jae-in a même offert à Kim Jong-un une horloge murale réglée sur l'heure sud-coréenne. Mais depuis ces moments prometteurs, les relations se sont détériorées et la Corée du Nord s'accroche fermement à son temps unique. Le fuseau horaire particulier de la Corée du Nord souligne son engagement à définir son identité et son histoire, malgré les défis pratiques qu'il crée. L'heure de Pyongyang se dresse comme un puissant symbole d'indépendance et d'autosuffisance, reflétant la position complexe de la nation dans le monde et le chemin énigmatique qu'elle choisit de suivre. Numéro 7. Politique de punition sur 3 générations. L'un des aspects les plus troublants de la société nord-coréenne est sa brutale politique de punition sur 3 générations. Ce système glaçant punit non seulement l'accusé, mais aussi toute sa famille jusqu'à 3 générations. Enracinée dans l'idée de responsabilité collective, cette politique est un puissant outil pour le régime au pouvoir pour contrôler et opprimer ses citoyens. Établie par Kim Il-sung, le leader fondateur de la Corée du Nord, la politique reflète une philosophie dure connue sous le nom de Yeonjwa-jae, ou culpabilité par association. Selon cette croyance, si quelqu'un est accusé d'un crime politique, ses parents, ses enfants et même ses petits-enfants font face à une punition, indépendamment de leur implication ou de leur connaissance de l'infraction présumée. Les conséquences peuvent être sévères. Les familles peuvent être envoyées dans des camps de travail où les conditions sont brutales. Les prisonniers endurent la torture, le travail forcé, la famine et la maladie. Les familles des accusés peuvent également être déplacées de force vers ces camps, où elles peuvent être passer leur vie à souffrir pour les méfaits présumés de quelqu'un d'autre. Cette politique crée une atmosphère terrifiante où les gens ont peur de s'exprimer ou de s'opposer au régime, sachant que leurs proches pourraient être punis s'ils le font. Pour ceux qui parviennent à s'échapper de Corée du Nord, le souvenir de la politique de punition sur 3 générations est un rappel obsédant de l'injustice endurée par leur famille. Les transfuges racontent des histoires déchirantes de leur temps dans les camps de travail, le chagrin de la séparation de leurs proches et la souffrance continue à laquelle font face leurs familles restées en paix. Les groupes internationaux de défense des droits de l'homme et les gouvernements du monde entier ont condamné cette pratique cruelle, la qualifiant de violation flagrante des droits de l'homme, y compris le droit à un procès équitable et la protection contre la punition collective. Pourtant, le gouvernement nord-coréen ne montre aucun signe de recul. Maintenir son emprise sur le pouvoir reste sa priorité absolue, même au détriment du bien-être de ses citoyens. En conclusion, la politique de punition sur 3 générations de la Corée du Nord est un exemple choquant de répression et de contrôle. Elle instille une peur profonde parmi la population, garantissant que la dissidence est rare dans cette nation isolée. Cette politique illustre les extrêmes longueurs auxquelles le gouvernement nord-coréen est prêt à aller pour maintenir son autorité, servant de puissant symbole de la sombre réalité du pays. Numéro 8. La marche ardue et la loyauté forcée.
Le milieu des années 1990 a été une période dévastatrice pour la Corée du Nord, marquée par une terrible famine connue sous le nom de Marche ardue. Cette tragédie a duré de 1994 à 1998 et a été causée par un mélange de politiques économiques désastreuses, d'isolement politique et de catastrophes naturelles. On estime qu'entre 240 000 et 3 500 000 personnes ont perdu la vie dans cette crise. Au cœur de cette douleur, le régime nord-coréen a saisi l'opportunité de resserrer son contrôle sur le peuple. Au lieu d'apporter de l'aide, le gouvernement s'est concentré sur l'application d'une loyauté stricte par le biais de politiques sévères et d'une propagande puissante. Alors que les pénuries alimentaires s'aggravaient, les rations ont été drastiquement réduites et les citoyens ont même été encouragés à manger de l'écorce d'arbres et de l'herbe pour survivre. Ces choix n'ont fait qu'accroître la souffrance et la malnutrition. Parallèlement, le régime a lancé une énorme campagne de propagande pour renforcer la loyauté envers le parti au pouvoir et ses dirigeants. Des slogans tels que « Soutenons notre grande leader avec du riz » et « Nous n'avons rien à envier au monde » remplissaient les rues, créant un faux sentiment de résilience parmi la population. Ce message s'est infiltré dans la vie quotidienne, apparaissant dans les journaux, les chansons et les émissions de télévision. L'un des aspects les plus troublants de cette propagande était l'attente que les citoyens manifestent ouvertement leur loyauté, même pendant la famine. Les gens étaient poussés à assister à des rassemblements de masse et à des événements, malgré leur faim. Ils étaient également forcés de faire don d'argent, de nourriture et d'autres produits essentiels à l'État, démontrant ainsi leur dévouement au régime. Ceux qui ne montraient pas assez d'enthousiasme faisaient face à de graves conséquences, telles que l'humiliation publique ou l'emprisonnement dans des camps de travail. La peur de la punition a motivé beaucoup à participer, même s'ils souffraient. Bien que la marche ardue soit terminée, ces cicatrices demeurent dans la société nord-coréenne. Le souvenir de la faim et du désespoir est à jamais lié aux images de ces rassemblements de masse et aux expressions forcées de loyauté. En résumé, la marche ardue et les démonstrations forcées d'allégeance pendant cette période mettent en lumière les méthodes impitoyables du régime pour maintenir le contrôle malgré d'immenses souffrances. En exploitant la crise pour approfondir le patriotisme, le gouvernement a réussi à resserrer son emprise sur le pouvoir, démontrant les extrêmes auxquels il est prêt à aller pour assurer sa survie. Ce sombre chapitre de l'histoire du pays montre comment la peur et la coercition peuvent dominer une société en souffrance. Numéro 9. Les jeux de masse et l'art de la performance collective. L'un des aspects les plus et les plus frappants de la culture nord-coréenne est le phénomène des jeux de masse. Ces spectacles à grande échelle mêlent gymnastique, acrobatie, danse et musique pour mettre en valeur l'idéologie, l'histoire et les réalisations de la nation. Les jeux de masse sont une démonstration époustouflante d'unité et de travail d'équipe, où des milliers de participants se réunissent en parfaite harmonie, créant des présentations artistiques stupéfiantes. Connus sous le nom d'Arirang, d'après une chanson folklorique coréenne chérie, ces événements se tiennent périodiquement dans le stade du 1er mai de Rungrado à Pyongyang, le plus grand stade du monde en termes de capacité d'accueil. Des dizaines de milliers de participants, y compris des athlètes, des danseurs, des musiciens et des étudiants, s'entraînent pendant des mois, parfois des années, pour réaliser des performances impeccables. Leur objectif ultime est de démontrer l'incroyable force et la solidarité du peuple nord-coréen à travers des mouvements synchronisés qui laissent le public en admiration. Une caractéristique remarquable des jeux de masse est l'utilisation de grandes mosaïques humaines où des milliers d'étudiants soulèvent des cartes colorées pour former des images et des scènes complexes. Ces spectacles visuels représentent souvent des événements et des personnages importants de l'histoire nord-coréenne, renforçant les thèmes de l'autosuffisance, de l'indépendance et de la fierté nationale. Les jeux de masse ne sont pas seulement des performances artistiques, ils font également partie intégrante de la machine de propagande nord-coréenne. Ils soulignent le récit d'une nation forte et unie sous la dynastie Kim. En mettant en avant la discipline et l'harmonie des performeurs, le régime promeut l'idée que son système unique de gouvernance est la clé du succès du pays. Pour ceux dans le public, les performances insufflent un sentiment de patriotisme, encourageant la fierté dans les réalisations partagées de la nation. Pour les participants, c'est une opportunité de montrer leur loyauté envers l'État et ses dirigeants. L'entraînement exhaustif, qui peut durer plusieurs heures chaque jour, est considéré comme un engagement envers le bien collectif du pays. Cependant, les jeux de masse ne sont pas sans controverse. Les critiques soutiennent qu'ils servent d'outils de manipulation, destinés à endoctriner les citoyens et à perpétuer le culte de la personnalité entourant la famille au pouvoir. Il y a également des inquiétudes concernant le bien-être des jeunes performeurs, qui font face à un régime d'entraînement intense et exigeant. En résumé, les jeux de masse de Corée du Nord offrent un aperçu captivant de la culture et des valeurs du pays.
Ces performances impressionnantes mettent en lumière les thèmes du collectivisme, de la discipline et de l'unité, alors que des milliers s'unissent pour créer un spectacle inoubliable. Pourtant, ils fonctionnent également comme un puissant moyen de façonner la perception publique, montrant comment les arts peuvent être utilisés à la fois pour l'inspiration et le contrôle. Numéro 10. Le culte de la personnalité et les dirigeants éternels. Une caractéristique déterminante de la société nord-coréenne est le culte de la personnalité entourant la famille Kim au pouvoir. Depuis plus de 70 ans, le régime a créé et préservé une mythologie qui dépeint ses dirigeants comme des figures divines et des protecteurs éternels de la nation. Ce culte influence chaque aspect de la vie quotidienne en Corée du Nord, agissant comme un outil de contrôle et un reflet du climat politique et social unique du pays. Au cœur de ce culte se trouve Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, vénéré comme le Grand Leader et le président éternel. Il est célébré comme celui qui a bâti la nation, son image étant exposée dans les bâtiments publics, les monuments et les foyers. Ses idées forment le fondement de l'idéologie politique du pays appelé Juche. Cette vénération se poursuit avec ses successeurs, Kim Jong-il, connu comme le Chair Leader, et Kim Jong-un, l'actuel dirigeant. La mythologie entourant la famille Kim est à la fois vaste et captivante, remplie d'histoires étranges et miraculeuses. Il est prétendu, par exemple, que Kim Il-sung avait le pouvoir de contrôler la météo, que Kim Jong-il est né sous un double arc-en-ciel et n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, et que Kim Jong-un pouvait conduire une voiture à seulement 3 ans. Bien que ces histoires puissent sembler incroyables pour les étrangers, elles servent à renforcer la croyance que les dirigeants possèdent des pouvoirs extraordinaires destinés à guider et à protéger la nation. Le culte de la personnalité s'épanouit à travers diverses méthodes, notamment l'éducation, la propagande et les rituels publics. Dès leur plus jeune âge, les enfants nord-coréens apprennent à idolâtrer leurs dirigeants, les leçons scolaires se concentrant sur leur vie et leurs accomplissements. Les médias contrôlés par l'État dépeignent constamment les dirigeants comme sages et puissants, tandis que d'immenses célébrations publiques, comme les jeux de masse, célèbrent leur grandeur. Même les dirigeants décédés restent influents, leurs héritages étant fermement ancrés dans la conscience de la nation. Par exemple, le corps de Kim Il-sung est conservé dans un grand mausolée à Pyongyang, où citoyens et visiteurs sont censés lui rendre hommage. Les anniversaires importants, tels que les anniversaires de Kim Il-sung et Kim Jong-il, deviennent des fêtes nationales, célébrées avec des défilés extravagants et des feux d'artifice. Le culte entourant la dynastie Kim sert plusieurs objectifs cruciaux pour le régime nord-coréen. Il consolide le pouvoir de la famille dirigeante, les rendant intouchables face aux critiques. Il renforce également l'idéologie nationale et promeut une identité partagée, favorisant la loyauté parmi le peuple. En conclusion, le culte de la personnalité en Corée du Nord est une partie vitale de la structure politique et sociale du pays. À travers une dévotion inébranlable envers la famille dirigeante, le régime maintient le contrôle, réprime la dissidence et protège son système de gouvernance inhabituel. Cette dévotion remarquable au mythe et au leadership offre un aperçu puissant des complexités de l'une des nations les plus mystérieuses du monde.